Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en 2022 où je vais vous faire le top 10 de mes lectures de 2021, donc mes 10 lectures vraiment que j'ai adorées et que je vous conseille fortement si vous aimez le genre de livre que je lis bien entendu. Déjà, merci d'être présent pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et allez, on y va! Alors, mon top 10 2021 va commencer par Rosemary Baby de Ira Levin, donc qui est un livre clairement d'angoisse, de peur, diabolique, frisson. Si vous n'aimez pas les films d'horreur, ne le lisez pas. Si vous aimez bien quand même avoir un peu de frisson, lisez-le. L'histoire est super géniale. Donc c'est Rosemary et son mari Guy, donc jeune couple, qui cherchent un appartement et finalement ils ont la chance d'avoir un appartement dans un immeuble qui est coté à New York. Ils comprennent pas trop pourquoi finalement c'est tant coté que ça parce qu'il y avait pas mal de morts, mais bon voilà, il veut de l'appart, il est super génial. Et puis c'est là que tout commence à devenir bizarre. Les voisins sont intrusifs, il y a une jeune fille qui meurt. Rosemary commence à se poser la question de est-ce que ses voisins ne lui veulent pas du mal, elle devient paranoïaque. Elle commence même à trouver son mari bizarre. On pense un peu aux histoires avec du diable où tu fais quelque chose de mal et puis t'arrive quelque chose de bien. Donc voilà, il y a un peu le côté magique à double tranchant. Et Rosemary essaie un peu de s'en sortir de cet endroit qu'elle trouve juste abominable, mais elle n'arrive pas. En plus, elle est un peu isolée de sa famille, elle ne parle plus vraiment à sa famille, c'est pas trop ça. Et l'apothéose à la fin, où on est carrément dans de l'ésotérisme pur, sectaire, diabolique. Juste un truc de dingue le livre. Donc vraiment, c'est prenant. Le roman il est assez angoissant et puis on s'inquiète pour Rosemary parce qu'elle est enceinte du coup et elle a l'impression qu'on veut du mal à son bébé, elle a l'impression qu'il se passe quelque chose avec ce bébé-là dans son ventre. Donc on suit cette femme enceinte tout au long du roman qui est juste angoissée et puis elle nous transmet son angoisse parce qu'on jusqu'à la fin on comprend sans vraiment comprendre que voilà, en fait vraiment les voisins sont bizarres, c'est pas elle qui est parano quoi. 9e position, c'est Né d'aucune femme de Frank Buis. Donc on a un prêtre qui voit une infirmière venir lui donner les cahiers de Rose. Qui est cette Rose? Et en fait elle était à l'asile, limite sur son lit de mort. Et en fait, en lisant le livre, les cahiers de Rose, il se rend compte qu'elle a été vendue par son père à un homme riche et qui vit avec sa mère et qu'en fait, finalement, elle s'est retrouvée séquestrée et dans une manipulation, une machination macabre où elle n'a pas pu s'en sortir et au final, elle a fini à l'asile. Elle a dû abandonner son enfant et dans les lettres, le cahier en fait, elle raconte toute son histoire pour pouvoir être délivrée. Donc c'est une histoire qui est hyper triste avec au fond la campagne un peu française, rurale et puis la pauvreté parce que le personnage principal c'est quelqu'un de pauvre. Donc parce que pour que votre père vous vende c'est que vraiment bon il a pas de cœur mais aussi il a pas de thune et il sait plus quoi faire en fait. Donc c'est vraiment très touchant ce côté un peu de pauvreté rurale et puis la violence du roman, la vie qu'elle mène qui est juste abominable quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé, il était très triste mais quand même à la fin il y a une lueur d'espoir tout de même. C'est pas du triste du début à la fin, il y a quand même une petite lueur d'espoir dans le roman. En 8e position, je vais vous parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Reed, donc qui est vraiment de la littérature jeunesse. Le livre il est super sympa en plus, il y a des photos. Enfin, il est vachement bien fait et il donne un peu de frisson mais pas trop parce que ça reste quand même pour des adolescents. Pourquoi je mets en 8e position? Parce que le livre il est hyper intéressant. Donc on a le jeune adolescent Jacob, un peu paumé dans sa vie et puis il est très proche de son grand-père qui lui raconte des histoires un peu bizarres de son enfance. Une partie de vrai c'est qu'en fait c'est un enfant pendant la Seconde Guerre mondiale comme il était juif. On les a mis sur une île pour éviter d'être embarqués par les nazis et s'est retrouvé dans une sorte d'orphelinat avec des enfants particuliers qui avaient chacun leur pouvoir. Donc c'est vrai que personne ne croit les récits du grand-père. Et à la mort de son grand-père, finalement, il va aller sur l'île où le grand-père a passé son enfance et il va découvrir que finalement cet orphelinat-là existe, mais que ces enfants particuliers et Miss Peregrine qui s'en occupent sont menacés parce que oui, ils sont particuliers, mais ils sont menacés par d'autres êtres qui sont particuliers, mais du côté obscur de la force, en fait, concrètement. Donc Jacob va être là pour les aider justement à éviter de mourir parce que ces enfants particuliers sont dans une bulle temporelle qui fait qu'ils ne vieillissent pas. Donc hyper touchant, en plus ils renouent avec
des amis de son grand-père. Enfin, c'est assez touchant, bien écrit. Le roman, franchement, il se lit d'une traite. En 7e position, je vais vous parler de La tristesse des éléphants de Jodi Picoult. Alors, le livre, il est vraiment assez étrange parce que jusqu'à la fin, on a l'impression d'être dans un roman assez classique d'une jeune adolescente qui s'appelle Jenna, qui a 13 ans, qui cherche sa mère. Son père, lui, a l'asile, complètement taré. Et elle va s'enticher d'une voyante un peu en perdition et un flic pas terrible, quoi. Et donc tout au long du roman, ils vont l'aider à essayer de retrouver sa mère. Donc Jenna recherche ses parents parce que depuis bébé, en fait, elle vit avec sa grand-mère, son orpheline. Ses parents étaient des spécialistes des éléphants, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mais malheureusement, des événements ont fait que ça ne matchait plus entre eux. Il y a eu énormément de problèmes. Donc la mère ne s'entendait plus avec son mari parce qu'il était clairement fou. Elle a voulu se séparer, ça a été assez compliqué. Il y a d'autres protagonistes qui rentrent en jeu. Et puis à la fin, retournement de situation. On passe d'un roman policier à un roman spirituel. Il est juste dingue. Et puis tout au long du roman, je ne suis pas une grande spécialiste, je ne suis pas une grande amoureuse des éléphants. Mais c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur les éléphants. Et avec l'histoire à côté de cette jeune fille qui cherche sa mère. Et finalement, d'une certaine manière, à la fin, la retrouve. Hyper triste, hyper touchant, déroutant. J'aime beaucoup la plume de Jodi Picoult tout court. Donc c'est vraiment une autrice qui est top. Que ce soit celui-là ou un autre, je vous conseille. En 6e position, c'est La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, donc qui est une des sagas fantastiques young adultes françaises. Et c'est le premier tome. J'ai lu les 2 autres tomes, il me reste le dernier à lire. Mais le premier, je trouve qu'il est excellent. Je sais pas, ça met bien dans l'ambiance, assez magique, assez fantastique, des arches. Donc on a la jeune Ophélie qui refuse tous les prétendants qu'on lui propose, de son arche, qui est l'arche Anima. Il faut savoir que sur une arche, vous êtes tous à peu près parents parce que vous descendez tous du même je sais pas, patriarche. Et finalement, on la marie à Thorne qui vient d'une autre arche qui est le pôle. Bien sûr, comme elle se marie, elle doit aller sur cette arche-là. Elle se rend compte que sa vie est en danger parce que déjà, elle a 2 pouvoirs. C'est qu'elle peut passer les miroirs, à travers les miroirs, et elle lit les objets. Donc elle a un talent incroyable. Et elle est obligée même de se cacher du coup sur l'arche du pôle pour sa sécurité. Et elle se rend compte que les apparences sont parfois trompeuses. En plus, son mari, Thorne, son futur mari, Thorne, il est un peu compliqué, il est un peu russe, donc elle a du mal à communiquer avec lui. Elle se rapproche un petit peu des gens du peuple sur l'arche. Elle se rend compte à quel point c'est difficile pour eux de vivre dans cet univers-là, où il y a beaucoup de traîtrises, de morts inexpliquées. Et on suit justement en fait ce parcours initiatique de Ophélie qui mûrit malgré elle en fait. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, hormis le côté fantastique, juste l'histoire d'Ophélie, sa personnalité, et puis Thorne aussi, que j'apprécie pas mal le personnage, il me fait assez sourire. Parce qu'au fond, on sait que c'est pas quelqu'un de totalement, c'est pas quelqu'un de méchant ou quoi que ce soit. Donc vraiment, le tome 1, il est juste super. En 5e position, je vais vous parler des jours et des vies de Gilles Paul. Donc c'est mélanger histoire et roman. Donc histoire parce qu'on parle de Tatiana, la 2e fille du dernier tsar russe, qui a été tuée avec ses frères et sœurs et ses parents d'une manière juste abominable par des mercenaires, je pense, de Lénine. Et puis on a la partie romancée entre la rencontre de Tatiana et Dimitri. Comment on en vient à parler d'eux dans le roman? C'est Kitty, une jeune femme trentenaire en 2016 qui apprend que son mari l'a trompée. Donc elle pète un plomb et elle part dans le chalet de son arrière-grand-père qu'elle ne connaît absolument pas. Et va du coup retracer toute l'histoire de cet arrière-grand-père qui s'appelle Dimitri, qui est donc Dimitri qui a rencontré Tatiana en 1914. Ils sont tombés amoureux, sauf qu'ensuite la famille a été tuée. Il l'a cherchée pendant des années. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle n'est pas vivante? Historiquement, elle a été tuée en 1918. Dans le roman, voilà, à voir. Et l'histoire, elle est très triste parce que du coup, on parle d'une histoire d'amour, d'un amour qui a été violemment séparé. Dimitri refait sa vie, mais voilà, il a bien expliqué à sa femme que lui, c'était Tatiana, l'amour de sa vie. Et sa femme qui est hyper compréhensive, qui est super, lui donne 2 beaux enfants. Ils vont émigrer aux États-Unis suite à la montée du nazisme parce que sa femme est juive. Donc
petit à petit, on avance en fait de 1918 aux années 2000. On fait des allers-retours entre Kitty qui essaie de comprendre sa famille, pourquoi on ne lui a jamais parlé de cet arrière-grand-père, pourquoi il y a eu ce tabou-là, pourquoi sa grand-mère ne lui en a jamais parlé. Donc voilà, c'est vraiment une histoire touchante. Et puis le côté historique qui est très, très intéressant. C'est un choix de l'auteur qui est très appréciable et une belle écriture hyper touchant. Voilà, donc c'est un peu, ça sonne un peu comme une petite saga amoureuse. Ensuite, vous parlez de La Nuit des Temps de Barjavel, un classique. J'ai mis tellement de temps à le lire et purée, je regrette pas. J'ai même fait une vidéo sur ce livre, un spoil. Donc si vous êtes spoilé, il faut aller voir la vidéo. Mais aujourd'hui, je ne vous spoilerai pas. Je vais juste vous parler un petit peu de ce livre, pourquoi il est extraordinaire, pourquoi il est top. Déjà, ce livre-là, c'était une commande d'un réalisateur. Et Barjavel a écrit, mais le livre, il y a tellement d'éléments que ça coûtait trop cher en fait à le produire, donc il est resté à l'état de livre. Donc peut-être que de nos jours, je pense qu'il y a assez de moyens pour en faire un film parce que ce serait extraordinaire. Donc c'est des scientifiques en expédition au pôle Nord. Ils vont découvrir donc quelque chose sous terre d'hommes. Ils vont découvrir un homme et une femme endormis, apparemment depuis plus de 900 000 ans. Donc grâce à des appareils spécifiques, ils vont d'abord réveiller la femme qui s'appelle Eléa, et avec je sais pas, un truc traducteur, elle va parler dans sa langue, elle leur expliquer qu'elle était dans un monde où c'était le chaos, c'était l'extinction limite de l'humanité, et il fallait au moins 2 personnes pour pouvoir sauver le monde, et ils ont choisi un homme et une femme, sauf que Eléa ne voulait pas faire partie de ce projet, elle voulait rester avec l'homme de sa vie qui était Païkan, parce que elle allait être congelée avec un homme qu'elle n'aimait pas et qui était cobaye. Donc elle n'était pas d'accord, elle a fui. Enfin, donc du coup, on a une histoire de 900 000 ans en arrière sur notre planète où il se passait des choses extraordinaires. Et l'histoire sonne un peu comme un Roméo et Juliette des temps anciens, des temps modernes, je sais pas. Il est assez déroutant parce qu'il casse tous les codes. On passe du SF, on passe de la science-fiction, on passe à l'amour, on passe à quelque chose qui peut sembler réel parce qu'on ne sait pas qui était avant sur la planète si on se pose des questions. Juste époustouflant. Donc voilà, après si vous voulez du spoil, vous allez voir ma vidéo, donc je vais mettre le lien ci-dessous. En troisième position, je vais vous parler de Changer le déflair de Valérie Perrin. On l'a vu partout ce livre, il faut dire la vérité. J'hésitais à le lire parce qu'il faisait un peu feel good, la couve et le résumé qui ne rend pas du tout service à l'histoire qui n'a rien à voir, qui est hyper triste. Donc le personnage principal c'est Violette qui est orpheline de base et qui rencontre son horrible mari quand elle a 18 ans, étant enceinte par accident. Ça se passe très mal parce que les parents ne l'aiment pas. Mais les parents veulent quand même que leur fils ait une situation un peu correcte, donc ils lui retrouvent un boulot de garde-barrière de train. Ça existait avant dans les années 80. Et ils font ce boulot-là pendant une dizaine d'années. Et puis, on a des allers-retours parce que dans le début du roman, en fait, Violette, elle est garde cimetière. Et on se dit comment elle a pu passer d'être en couple avec un enfant et être garde barrière à garde cimetière. Un boulot qu'elle adore, qu'elle aime, qu'elle chérit, où elle s'occupe très bien. Elle plante des fleurs un peu partout. Elle fait peur aux adolescents qui viennent accaparer les tombes. Elle est très pleine d'espoir, ce petit bout de femme qui vit beaucoup de drames dans sa vie, mais elle tient le coup. Et puis un jour, il y a Julien seul qui arrive parce qu'il doit laisser les restes de sa mère sur la tombe d'un homme qu'il ne connaît pas et qui n'est pas son père. Donc forcément, il dit, mais pourquoi ma mère veut ça? Donc on a des histoires qui se mettent en place. Donc l'histoire de Violette qui est juste hyper triste. L'histoire de Julien seul et de sa mère qui avait apparemment une double vie. Et puis l'histoire du mari de Violette qui n'arrêtait pas de la tromper, qui l'a quittée du jour au lendemain. Voilà, donc c'est un livre en puzzle. Et plus le puzzle se constitue et plus on a le cœur brisé en fait. Donc vraiment, c'est une lecture que je ne peux que conseiller. Âme sensible, s'abstenir. En deuxième position, c'est Racine de Alex Haley. Ce livre, j'ai trouvé dans une boîte à livres. J'avais vu le film plusieurs fois, la série de Racine. J'avais jamais lu, je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je me souviens quand Obama était élu président, on le voyait partout. J'ai dit, non, je sais pas, je dirais, ouais. Et puis quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un signe, là, il faut que je lise.
et je regrette pas, il est juste extraordinaire. La plupart connaissent quand même Racine, je pense, donc c'est l'histoire de Kunta Kinte. Il vivait tranquillement dans son petit village d'Afrique et un jour, il a 17 ans, boum, il se fait enlever. Il se retrouve aux États-Unis et il devient Toby. Donc il est récalcitrant, Kunta Kinte, un peu trop, quand il se rend compte qu'il ne peut pas s'enfuir, parce que ça ne sert à rien, il peut aller nulle part, mais il se résigne. Il a une fille qui lui sera arrachée, qui sera violée par son maître, qui enfantera quand même. Ses enfants enfanteront, enfin voilà, l'histoire c'est ça, c'est l'auteur est un descendant de Kunta Kinte et il retrace l'histoire de sa famille, donc de la période de l'esclavage à l'abolition de l'esclavage, comment ils ont pu du coup être enfin indépendants, trouver du travail et se débrouiller eux-mêmes, ne plus avoir de... Donc c'est vraiment l'histoire intergénérationnelle, c'est vraiment l'histoire de plusieurs générations d'une famille qui a essayé de... Leur vie, c'était la survie en fait. Il n'y avait pas d'autre mot, c'était survivre ou mourir. Donc Racine, c'est à lire et même à relire. Et vraiment, c'est une pépite. Et en première position, je vais vous parler d'Americana Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, c'est l'histoire d'amour de deux personnes. On a Ifemelu et Obanze. Ils sont nigériens, ils sont étudiants, ils s'aiment. Sauf que elle prend un chemin différent. Elle va faire ses études aux États-Unis et lui part pour l'Angleterre. Il va en Angleterre, il va devenir immigré clandestin et se faire chasser du pays le plus salement possible. Il va être confronté donc au statut d'immigré, le ressenti, alors que c'est quelqu'un de très intelligent, d'éduqué, qui a une culture, mais qui vient d'une très bonne famille nigériane. Et pourtant, il va vivre ce que vivent les immigrés de nos jours. Ifemelu, elle va aux États-Unis, elle est confrontée à la violence sociale, au fait d'être noire dans un milieu occidental, où elle va essayer de comprendre le mécanisme des Américains, à comprendre ce racisme latent ou ces préjugés infondés. Et c'est vraiment une satire sociale de la société américaine qui se construit. Et aussi une satire sociale du Nigeria qui se veut un peu bourge et se donner des airs qu'ils n'ont pas. Je pense que c'est des traces du colonialisme qui font ça, de cette frustration-là. Donc elle dépeint bien assez les petits grains de sable des Américains, des Nigériens et puis l'Angleterre aussi avec Obanze. Et au final, elle coupe contact avec Obanze parce qu'elle vit des événements assez violents quand même. Et finalement, est-ce qu'ils vont se retrouver ou pas? Donc, outre l'histoire d'amour qui est en fond, le plus intéressant, c'est la description de la société actuelle sur la vision qu'ont les Occidentaux blancs sur les Noirs tout court, ou sur les Noirs africains, sur les Afro-Américains. C'est hyper bien expliqué. Donc rien que culturellement, pour comprendre ce que c'est être immigré aussi, c'est un livre qui est très intéressant et qui m'a beaucoup apporté personnellement dans ma réflexion, dans pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai mis en première position, parce qu'il m'a apporté quelque chose. Donc mon top 10, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Sayonara.